En novembre 1532, le chef inca Atahualpa assista au banquet espagnol avec des milliers de serviteurs non armés, mais ce fut une embuscade. Au sommet des Andes à couper le souffle, là où l'empire inca se dressait autrefois comme un témoignage de la ténacité humaine et du génie architectural, se trouve une histoire d'intrigue et d'ambition qui changera à jamais le cours de l'histoire. Au sommet de sa gloire, l'empire inca s'étendait le long de la chaîne des Andes dans la région de l'Amérique du Sud, de l'actuel Équateur jusqu'au centre du Chili. En son cœur se trouvait le 13e et dernier empereur, Atahualpa, dont le règne marquait à l'époque à la fois de splendeur et de luttes intestines. Alors que les Incas se délectaient de leur propre gloire, de sombres ténèbres approchaient de l'Est les Espagnols, dirigés par Francisco Pizarro, poussés par les récits de villes pavées d'or et la soif de nouvelles terres. La rencontre d'Atahualpa et de Pizarro est l'une des histoires les plus intrigantes et tragiques de l'histoire. Ce serait une danse d'ambition, de confiance et de trahison. À l'ombre des intrigues espagnoles, voyageons à travers cette histoire mouvementée où le puissant soleil inca commence à se coucher. À son apogée, l'empire inca ou Tawantinsuyu, signifiant « 4 régions » en quechua, s'étendait le long de l'épine dorsale des Andes. C'était le plus grand empire de l'Amérique précolombienne et l'une des entités les plus puissantes de l'hémisphère occidental. S'étendant des hautes montagnes aux plaines côtières et aux vallées profondes, l'empire a prospéré grâce à l'innovation et à l'adaptabilité de sa population. D'ingénieuses terrasses agricoles creusées dans les pentes abruptes des montagnes, connues sous le nom des Andes, permettaient de cultiver une variété de cultures, du maïs et des pommes de terre dans les zones de haute altitude aux feuilles et fruits de coca dans les plaines tropicales. Culturellement et socialement, l'empire était une mosaïque complète. Alors que la famille royale et l'élite inca résidaient principalement à Cusco, considéré comme le cœur de l'empire, le vaste territoire abritait de nombreux groupes ethniques, chacun avec sa propre langue, ses coutumes et ses traditions. Diriguant avec sagesse, les Incas accordèrent à ces groupes un certain degré d'autonomie et les intégrèrent dans la machine administrative de l'empire, dans le respect de leur identité individuelle. Cette harmonie a été obtenue en combinant diplomatie, alliance stratégique et intervention militaire lorsque cela était nécessaire. Le complexe Capac Nan, un réseau de routes royales, reliait différentes parties de l'empire, permettant une communication et un mouvement efficace des troupes, des ressources et des personnes. Ces routes étaient plus que de simples routes, ils constituaient les lignes de sauvetage qui reliaient le cœur de Cusco aux confins de l'empire. La religion a également joué un rôle crucial dans la cohésion de l'empire. Les Incas vénéraient un panthéon de dieux centré autour du dieu solaire Inti. Des rituels, cérémonies et festivals sacrés, souvent agrémentés de danse, de musique et de fêtes complexes, imprégnaient la vie quotidienne, renforçant le droit divin du souverain inca et l'interdépendance de toute vie. En un mot, bien avant l'arrivée de Pizarro, les Incas avaient construit un empire d'une splendeur sans précédent dans la rude topographie andine. Leurs réalisations dans les domaines de l'agriculture, de l'architecture et de la gestion témoignent de leur génie et de leur adaptabilité. Grâce à un système routier complexe, ils reliaient différents peuples et terres, créant un tissu culturel sous l'œil vigilant du dieu solaire Inti. Au cœur du glorieux empire inca, les conflits internes grandissaient qui précédaient sa rencontre malheureuse avec les puissances européennes, ouvrant la voie à l'ascension d'Atahualpa et à sa vulnérabilité imminente par inadvertance. Un vide de pouvoir est apparu après la mort du 11e Sapa inca Huayna Capac en 1527. Il a eu 2 fils éminents, Huáscar, basé dans la capitale impériale de Cusco, et Atahualpa, qui dirigeait la ville de Quito, au nord du pays. Sans successeur clair, l'empire se retrouve au bord de la guerre civile. Représentant différentes factions et intérêts régionaux, les frères se sont affrontés dans une lutte acharnée et sanglante pour la suprématie. S'étendant sur plusieurs années, cette période de conflit interne a été marquée par des batailles rangées, des changements de loyauté et des intrigues politiques qui ont considérablement affaibli l'empire autrefois uni.
Finalement victorieux, Atahualpa captura et emprisonna Huáscar, consolidant ainsi sa prétention au trône. Mais cette victoire a eu un prix. La guerre civile prolongée avait non seulement épuisé les ressources et l'armée de l'Empire, mais avait également créé de profondes fractures dans son tissu social. Les Espagnols sous Francisco Pizarro ont fait leur entrée fatidique dans ce contexte de troubles civils et de vulnérabilité, ouvrant la voie à l'un des épisodes les plus dramatiques de l'histoire du Nouveau Monde. Inspiré par les histoires sur l'immense richesse du Nouveau Monde et les succès étonnants d'autres expéditions espagnoles, notamment celle des Hernán Cortés dans l'Empire aztèque, Pizarro jette son dévolu sur les terres légendaires de l'Amérique du Sud. Pizarro se lance dans une troisième aventure, plus ardue, en 1532, après 2 expéditions préliminaires qui lui font découvrir le littoral. Avec moins de 200 hommes, 67 chevaux et une maigre force d'artillerie, sa campagne aurait pu paraître modeste en nombre. Mais il avait un grand avantage dans le combat contre les Incas, qui n'avaient jamais vu de chevaux ni d'armes à feu de leur vivant. Plus important encore, cette force militaire n'était pas la seule voie empruntée par Pizarro. Il était conscient de l'environnement agité et fragile laissé par la guerre civile entre Atahualpa et Huáscar et cherchait à exploiter ces fissures avec un mélange de stratégie militaire et d'intrigue diplomatique. Lorsqu'Atahualpa entendit ces étranges inconnus, il se sentit confiant, voire indifférent. Après tout, il était le chef de l'un des plus grands empires du monde. Il n'avait pas prévu la tempête qui allait suivre, une tempête façonnée par l'ambition inébranlable de Pizarro. En novembre 1532, la ville de Cajamarca allait devenir le théâtre d'un événement qui changea à jamais le cours de l'Empire Inca et de tout le continent sud-américain. Ressuscité par sa victoire finale sur son frère et confiant dans la supériorité numérique de ses troupes, Atahualpa croyait pouvoir tirer parti de la rencontre avec ses visiteurs étrangers. Les rapports sur les actions de ces étrangers, à la fois leur capacité de violence et leur vulnérabilité inhérente, l'avaient atteint, mais peut-être habitué à l'immensité de son règne, l'empereur sous-estimait la ruse espagnole. Conscient des conflits antérieurs et des expériences d'autres explorateurs, Pizarro savait qu'une confrontation militaire directe contre le grand nombre de l'armée inca serait désastreuse. Au lieu de cela, il a choisi de tricher. Il a invité Atahualpa sur la place au centre de la colonie, offrant une réunion pacifique. Ici, les forces espagnoles en infériorité numérique se cachaient sur les structures entourant la place, leurs fusils braqués et leurs fusils prêts. Lorsqu'Atahualpa entra sur la place avec son entourage cérémonial non armé, le prêtre espagnol s'approcha de lui expliqua la religion chrétienne et lui tendit une Bible, lui demandant d'accepter le christianisme. Cependant, quand Atahualpa refusa et jeta la Bible par terre, Pizarro donna le signal à ses soldats blindés de quitter leur place et de commencer la bataille. L'air était rempli du bruit des canons et des fusils, le sol tremblait sous l'attaque de la cavalerie espagnole et, en quelques minutes, la place était dans un chaos complet. La noblesse inca non armée n'était pas à la hauteur de l'assaut espagnol. Au milieu du chaos, Pizarro et plusieurs de ses hommes ont capturé Atahualpa. Les Espagnols avaient accompli l'inimaginable. À la fin de la bataille, tout le monde avec Atahualpa a été tué, mais pas un seul soldat espagnol n'a été tué. Atahualpa était désormais prisonnier. Avec moins de 200 hommes, ils avaient capturé le souverain de l'Empire. Dans les jours qui suivirent, Atahualpa offrit aux Espagnols une rançon sans précédent pour sa libération, une chambre remplie d'or et 2 chambres remplies d'argent. Dans les mois suivants, de grandes quantités de métaux précieux furent livrés à Cajamarca depuis les 4 coins de l'Empire. Mais alors même que ce trésor s'accumulait, Pizarro et son équipe étaient déterminés à se méfier d'une éventuelle contre-attaque inca et des complications qui pourraient entraîner la libération de l'empereur. Bien que les Espagnols aient renoncé à l'énorme rançon, ils décidèrent d'exécuter Atahualpa pour diverses accusations, notamment de complot contre eux. Après un procès spectacle, l'empereur inca, autrefois puissant, a été condamné à mort par incendie.
Cependant, en réponse à une concession au statut royal et à une conversion au christianisme, la méthode d'exécution fut remplacée par le garrote, une forme d'étranglement. La chute de l'Empire Inca aux mains d'un petit gang d'invasion espagnole reste l'un des épisodes les plus surprenants de l'histoire. Ses répercussions vont bien au-delà des conséquences immédiates, modifiant à jamais la trajectoire de tout un continent. Les richesses extraites des terres incas ont rempli les coffres espagnols et ont consolidé la domination de l'Espagne en tant que superpuissance mondiale au XVIe siècle. Cet afflux de métaux précieux, en particulier d'argent provenant de mines comme Potosi, a eu un effet transformateur sur l'économie mondiale, entraînant une inflation des prix et remodelant la dynamique du commerce international. Au-delà de la richesse matérielle, l'invasion a entraîné la disparition presque totale de la culture et des traditions incas. Les Espagnols ont imposé leur propre langue, leur religion et leurs coutumes à la population indigène. D'innombrables artefacts, écritures et lieux de culte incas ont été détruits comme hérétiques, tandis que les missionnaires catholiques cherchaient avec empressement à convertir la population indigène. Ce bouleversement culturel a laissé une cicatrice durable alors que les nations d'aujourd'hui sont toujours aux prises avec des questions d'identité, de préservation culturelle et de traumatisme post-colonial. Cependant, au milieu de ce récit de perte, il y a aussi des récits d'endurance. Des éléments de la culture et du patrimoine inca ont survécu jusqu'à ce jour, tissés dans le tissu des sociétés andines. Des techniques agricoles avancées, des merveilles architecturales comme le Machu Picchu et même la langue quechua continuent de servir de preuve durable de l'ancienne gloire de l'Empire. Analyser l'invasion de l'Empire Inca n'est pas seulement un exercice de récit de faits historiques, une exploration de l'interaction complexe entre l'ambition, le destin et la résilience. C'est un rappel poignant de l'impermanence même des plus grands empires et de l'esprit obstiné des cultures qui refusent de périr complètement.